Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rivers Basket Session ou sur les plateformes audio si vous nous écoutez en streaming. C'est le retour du Hoop Culture. On est bien ravis. On avait pris un petit break pendant les fêtes. On en profite pour vous souhaiter une excellente et très belle année 2024. Et j'en profite pour la souhaiter de vive voix et en visu à mon meilleur poteau de l'histoire de Hoop Culture, Théo. Comment tu vas, Théo? Ça va très bien, Pierre Armand, ravi de te retrouver pour cette nouvelle année. Effectivement, premier podcast Hoop Culture de l'année. Je vous encourage à nouveau, si jamais c'est pas le cas, à aller écouter ce qu'on vous avait concocté pour la semaine dernière. C'était le premier épisode de notre série Me, My Kicks and I avec Rémi Reverchon qui parlait de ses baskets préférés. Voilà, spoiler alert, on vous en a préparé déjà d'autres pour la suite. On verra un petit peu quand est-ce qu'on les postera. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On sera ravis de lire vos retours. Exactement, et vos premiers retours en tout cas ont été bons. On va vous perfectionner ça bien sûr, et vous en proposer plein d'autres. Ben voilà, on a réfléchi à plein de thèmes pendant les vacances, même si on s'est pas mal reposé, c'est vrai. La NBA est à Paris cette semaine, il y a tout un barnum autour, mais nous on a décidé de faire un petit retour en arrière et de parler. On avait parlé de l'année, de quelle année on avait parlé? 2003, il n'y a pas très Ouais. longtemps, Théo, dans le Haute Culture. On va parler maintenant de 2007. Tu vois, on va se faire un petit focus sur cette année très particulière. Pourquoi 2007? Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été une année un petit peu charnière pour pas mal de choses aussi. Donc, on va développer un petit peu tout ça. Et vous le savez, on va sortir un petit peu des limites du terrain pour élargir tout ça à d'autres pans de la culture qui nous anime tant, pardon. Théo, on va démarrer tout de suite, on va parler basket, évidemment. Quand je te dis 2007, à quoi tu penses en premier? Alors en premier, forcément, on va jouer la carte franco-française tout de suite, mais forcément, bah, titre des Spurs, titre de MVP des finales pour Tony Parker, donc cette finale Spurs-Cavaliers. Forcément, voilà, c'est la première chose à laquelle je pense. Belle finale, belle victoire en tout cas pour les Spurs. Ça a été assez rapidement expédié face à des Cavs Mm. trop justes hein, sur le talent, du moins sur le roster. Mais effectivement, ce titre de MVP des finales NBA, qui est parfois un petit peu, comment dire, contesté, je pense, quand on parle de Tony Parker. Ça y est, il avait commencé très très fort. Derrière, comme assez fréquemment à cette époque-là où il prenait un petit peu les équipes adverses par surprise sur les débuts de série, puis parfois il y avait des ajustements qui faisaient que son rayonnement était un petit peu moins important en deuxième partie. En tout cas, bon voilà, je pense que c'est un trophée qui est pas du tout volé de la part, enfin du côté de Tony Parker, même si bah, Duncan avait été toujours dans son registre. Très fort, très solide, et même si Manu Ginobili avait été excellent sur les fins de match. Donc ouais, forcément, c'est le premier truc auquel je pense quand tu m'as proposé qu'on fasse un focus sur 2007. C'est à ça que ça m'a renvoyé. C'est vrai que dans un big three comme celui-là, c'est toujours latent, hein. Si tu regardes bien la finale de 2003, déjà sur les deux premiers matchs, il est dans la discussion pour être MVP, Tony Parker. Après, bon, bah, il se prend un petit peu pas le rookie wall, mais le rookie, en tout cas en tant que finale, dans la figure qui arrive derrière. 2005, c'est vrai qu'il pâtit un petit peu de ce jeu en pénétration à outrance contre une équipe comme les Pistons. Bon, bah, ça a été difficile, il y avait beaucoup de ballons perdus, il me semble, dans cette Ouais. finale, qui fait que bah, pendant l'été, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de bosser son shoot, changer sa mécanique, ce qui est difficile à faire, pas au milieu de sa carrière parce qu'il était encore un jeune joueur, mais quand même, hein, jeune carrière NBA, 4 ans de carrière en NBA, il décide de changer son shoot avec avec Engelman, là, le fameux gourou du shoot de San Antonio. Et puis, bah, comme par hasard, 2 ans après, il retourne en finale justement et devient MVP, sachant que c'est tout un symbole, hein, dans le quatrième match, c'est lui qui met le panier à 3 points décisif pour un peu annihiler le faible, enfin le timide retour de Cleveland qui avait déjà tout donné et qui c'était un miracle qu'il soit là, hein. C'était quoi? C'était Clermont-Ferrand, hein, Cleveland à l'époque. Faut se dire ce qui est. C'était quand Les même. Cavaliers de Clermont-Ferrand en finale NBA face aux Éperons, pas mal. Voilà, mais bon, encore une fois, une série cata en termes d'audience. Donald Trump en aurait fait des caisses là-dessus. Mais c'est sûr que c'était pas le plus flashy. Mais je me rappelle, je crois que c'est cette année-là où Sports Illustrated titre The Quiet Dynasty en montrant l'équipe.
en disant que c'était cette dynastie silencieuse que personne trouvait flashy avant l'avènement de 2013-2014, bien sûr. Mais c'est cette équipe qui s'adaptait. Et puis, c'était l'avènement, je me rappelle cette finale, de vrai avènement de Bruce Bowen, qui était plus le chien de la casse qu'on connaissait, mais un type qui s'était fait un peu spécialiste dans le corner, shooté à 3 points, de manière assez efficiente d'ailleurs, même s'il avait bien déjà sa réputation de dirty player qui lui colle encore à la peau, alors que c'était quand même un joueur qui avait su progresser et devenir un role player assez intéressant au fil du temps, Bruce Bowen. Ouais, carrément. Et puis, tu parlais du parcours des Cavs, parcours quand même exceptionnel en conférence Est. Moi, tu vois, on en avait parlé déjà dans un podcast, mais un de mes plus forts souvenirs de LeBron James, c'est dans la série face aux Oh bah Pistons, oui. avec son match, je crois que c'est le match 5 où il est incroyable. Il marque, je 48 sais points. Ouais. plus. Ouais, voilà, avec les 25 derniers points de son équipe ou une stat folle comme ça. Voilà, je me rappelle aussi de cette image au sortir des vestiaires, le dernier match de la finale où il y a Tim Duncan qui croise LeBron et qui le prend dans ses bras et qui lui dit à l'oreille quelque chose du genre t'inquiète pas, le reste, les années qui viennent, elles sont pour toi. Ben, il s'était pas trompé, Duncan, parce que derrière, vu le nombre de fois où LeBron est retourné en finale, puisque là c'était ses premières finales NBA, Duncan avait vu juste. J'avais vu très juste, mais ça ne l'a pas empêché de lui mettre une petite, une petite carotte presque 2 fois d'affilée. Bien sûr. Voilà. Mais ouais, et puis surtout, contre Détroit, faut pas oublier un truc, c'est qu'ils perdent les 2 premiers matchs, Cleveland, Ouais. et qu'ils prennent les 4 suivants contre cette équipe de Détroit voilà, qui termine sa route, on va dire, qui brise sa route sur Cleveland et sur l'avènement de LeBron, bien sûr, à ce niveau-là. Toi, moi, quand je pense à 2007, bah, tu disais, on était en mode cocorico, mais on était en mode Europico aussi, puisque cette même année, Tony Parker devient le premier MVP européen de l'histoire des finales, mais Dirk Nowitzki est le premier MVP européen tout court de la saison régulière. Donc c'était avec Nash qui avait pris les 2 précédents. Ça faisait 3 années d'affilée. C'était un peu prémonitoire sur ce qui allait se passer après, que le trophée de MVP partait dans des mains qui n'étaient pas américaines. Ouais, c'est clair. Et puis, alors, trophée un peu doux amer hein, pour Dirk Nowitzki parce qu'il reçoit son Ah trophée oui. alors qu'il est déjà en vacances, alors que les Mavs ont fini premier de la NBA, je crois même au meilleur bilan de Ouais, toute la ouais. ligue, Premier. et qui se font sortir au premier tour par cette équipe incroyable des Warriors, les We Believe Warriors emmenés par Stephen Jackson, Baron Davis, Michael Pietrus et compagnie. C'est vrai que c'était un peu l'été de la déprime pour Dirk malgré son statut et son trophée de MVP. Parce que bah voilà, c'était quand le premier se fait sortir par le huitième de manière aussi sale, parce que les Mavs n'ont jamais trouvé la solution. En plus, c'était vraiment, comment dire, tous les symboles, parce que c'était Don Nelson, l'ancien entraîneur des Mavs, qui coachait les Warriors, qui connaissait donc par cœur cet effectif de Dallas et qui a su appuyer là où ça faisait mal pour les faire sauter. Donc oui, effectivement. Chouette pour Nowitzki parce qu'il a le MVP, mais c'est voilà, il en a parlé par la suite. Il a déprimé tout l'été. Il s'est demandé si c'était pas tout simplement là que sa legacy allait tourner, parce que il sortait tout juste de la finale 2006 où il s'était fait battre par Miami avec pareil une grosse remontée de Miami, alors qu'on pensait que Dallas allait s'imposer. Et il s'est longtemps demandé si cette finale perdue, puis surtout cette sortie face aux Warriors, allait pas être un petit peu l'étiquette qui allait lui rester collée tout au long de sa carrière. Oui, puis c'était l'occasion de se demander pourquoi à chaque fois, quand on était nommé MVP, on n'avait pas le trophée le jour même. Alors c'est vrai que ça leur avait permis après de le donner de manière différente, parce qu'avant on le donnait au milieu du terrain, de le donner en coulisses, ou de le donner dans une ferme au milieu des chevaux, Pour Nikola Jokic. pour Nikola Jokic, qui voit tous ses potes en revenant plein de boue. Ça, c'est quand même une des grandes images. C'est incroyable cette histoire. Quand il arrive, il est plus grand que son cheval et il arrive là-dessus récupérer sa boule de MVP là. C'est assez marrant. Ouais, voilà, c'était quand même une année quand même particulière, parce qu'en plus il y avait l'arrivée en plus qu'on sentait arriver de Pau Gasol avec les Lakers, qui commençait à s'imposer, enfin qui allait arriver pour s'imposer et qui s'imposait déjà à Memphis. Donc l'Européen commençait à avoir une cote, parce que quelques années avant, enfin
Tipeee, on en a très bien parlé de l'incongruité que ça pouvait être. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé si bas dans la draft, de drafter un Européen. Et déjà, un Européen, c'était compliqué, mais en plus, un meneur, c'était une hérésie. Donc, voilà, c'est assez marrant de voir que tout ça avait finalement porté ses fruits et bien fonctionné. Et puis on parlait des Warriors, il y a aussi pour moi ce dunk incroyable de Baron Davis sur Andrei Kirilenko au deuxième tour. D'un complètement fou. Je t'avoue que cette année-là, j'étais à fond. J'avais rien contre les Mavs, hein, qui avaient vraiment une très belle équipe. Mais moi, j'avais été complètement pris par cette équipe des Warriors. J'espérais même qu'ils arriveraient à passer le Jazz au deuxième tour. Finalement, ils ont été trop courts. Mais ce dunk de Baron Davis sur Andrei Kirilenko qui redescend et avec Baron Davis qui monte son bide là, tout le public, pour moi, c'était une image totalement incroyable. La célébration était dégueulasse. Mais le dunk, mais ça me faisait penser, pour moi, c'était l'équivalent du dunk de Kevin Johnson sur Hakeem Olajuwon. Ah oui. C'est le même. Et d'ailleurs, en 2007, les petits sur les grands, c'était autre chose. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que je crois que c'est cette année-là que Nate Robinson plante un contre à mourir de rire sur Yao Ming, Ah oui. au Garden contre Houston. Si vous avez l'occasion, allez sur YouTube, vous tapez Nate Robinson bloc, et c'est le premier qui va sortir, et vous allez voir le tout petit Robinson monter sur le plus grand joueur de la ligue en taille, et lui coller un dunk. Alors, bon, il lui colle le dunk, mais aussi tout le bras à peu près dans la tronche. La tête de Yao Ming qui doit faire la largeur du corps de Nate Robinson. Mais voilà, c'était un bon joueur quand même, Nate Robinson. C'était un bon dynamiteur en tout cas. C'était assez marrant avec son physique entre un running back et Kevin Hart. Là, ça me fera toujours marrer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, ça m'y fait penser parce que je me rappelle de cette série et c'est là que tu vois à quel point la technologie a bougé, quoi. C'est qu'il n'y avait pas du tout de match en direct. Moi, je me rappelle que je téléchargeais les matchs sur ma connexion tout éclaté là, donc ça me prenait toute la journée de télécharger les matchs. Donc j'essayais de pas voir le résultat pendant toute la journée. Ça me prenait toute la journée pour choper le match et je regardais le match le soir, mais le lendemain en fait, quasiment avec 24 heures de décalage. Et je me rappelle notamment les matchs de cette série là, de Warriors Mavs, je les ai tous vus comme ça, où j'essaie de me protéger, de pas me faire spoiler le résultat pour voir les matchs, mais genre, ouais, avec un jour d'écart quasiment, quoi. Le 2007, de quoi on parle encore en basket pour toi? Mais écoute, alors moi, c'est un fort souvenir personnel parce que il y a eu un Eurobasket cet été-là en Espagne. Et moi, c'est la première compétition internationale à laquelle j'ai pu assister en tant que journaliste. Je m'étais fait accréditer pour Basket Session. Voilà, c'était un des premiers trucs que j'avais fait pour BS à l'époque. Je m'étais débrouillé avec une bonne copine pour trouver un logement pas trop cher. Après, j'avais squatté chez un pote parce que les phases finales étaient à Madrid. Et c'est un grand souvenir pour moi. Alors, pour l'équipe de France, souvenir très douloureux. C'est la dernière campagne emmenée par Claude Bergeau qui avait un projet sympa mais qui a littéralement explosé en l'air. Je pense que voilà, sa sélection n'avait pas été top. Notamment, je me rappelle qu'il n'avait pas pris Michael Gelabal parce qu'il ne jouait pas beaucoup en NBA. Ce qui reste pour moi une énorme erreur. Donc sortie de route catastrophique pour l'équipe de France parce que c'était un Euro qui était qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2008. Et non seulement on ne fait pas de médaille à cet Euro alors qu'on avait chopé la médaille de bronze à l'Euro 2005, mais en plus, derrière, il y a une avalanche de défaites qui font qu'on ne peut même pas prétendre au tournoi qualificatif pour les JO, au TQO. Ouais. Exactement. Donc, sortie de route assez désastreuse, ambiance plombée dans l'équipe de France. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a une mauvaise ambiance, mais les joueurs étaient assez déprimés. Mais par contre, c'est un euro donc en Espagne. C'était l'euro pour l'Espagne qui avait grosse équipe et c'est pas l'Espagne qui a gagné, c'est la Russie. Et la Russie que j'avais eu la chance de pouvoir suivre tout au long de la compétition parce qu'ils étaient dans la même poule que l'équipe de France sur le premier tour, emmené par David Blatt, un des coachs les plus brillants avec qui j'ai pu échanger. Et cette équipe de Russie, elle était vraiment super sympa parce qu'il n'y avait pas de grand talent, il n'y avait pas de très grand talent à part Andrei Kirilenko, mais derrière c'était un vrai groupe avec une manière de jouer hyper intelligente. Faut se rappeler qu'avant Victor Wembanyama, il y a eu Victor Kriapa, l'ailier à tout faire du CSKA Moscou et de la Russie qui avait fait un tournoi incroyable. Et donc la Russie qui a réussi à taper l'Espagne et à faire sortir l'Espagne et à aller choper ce titre de champion d'Europe qui les a qualifiés d'office pour les Jeux Olympiques derrière. Et c'était la première
les premières Olympiades pour la Russie en tant que Russie, donc plus en tant que QRSS, du moins pour le basket. Donc vraiment un grand souvenir cette compétition pour moi. J'avais pris mon pied en voyant toutes ces équipes incroyables jouer. C'est vraiment un moment où le basket européen était extrêmement fort. Il y avait la Lituanie avec Sarunas Jasikevičius qui était fou. Il y avait la Grèce, notamment il y a eu un match, je crois que c'était en demi-finale, un Espagne-Grèce qui est peut-être l'un des matchs de basket les plus impressionnants auxquels j'ai assisté, dans le sens où il n'y avait pas d'erreur en fait. Tu sentais que c'était une maîtrise de la stratégie et du basket incroyable. Donc voilà, mauvais souvenir pour l'équipe de France, mais super souvenir en tout cas pour moi, et très belle équipe. Cette équipe de Russie, championne d'Europe, était assez magnifique à suivre. Alors toi qui as suivi sur place, j'ai pas un souvenir de réelle implosion de l'équipe de France comme on avait pu le voir sur des compétitions précédentes. Juste une déception, ça n'a pas marché. Peut-être c'était au mois de septembre, il me semble. Peut-être une lassitude de Parker après toutes ces émotions. En plus, je crois que cet été-là, c'est cet été-là qu'il se marie, ou peut-être un petit peu après. Donc il y avait beaucoup d'attention sur lui, bien sûr. Mais j'avais pas cette impression de groupes qui explosent, où ils peuvent pas se blairer, où il y a rien qui fonctionne, où tout le monde se déteste et hâte que ça se termine. Alors, c'est une impression que j'avais, hein. Non, mais t'as raison de le dire, parce que c'était pas du tout le cas, hein. C'était un groupe vraiment avec des bons joueurs, dans le sens, au-delà de ce qu'ils avaient apporté sur le terrain, des bons gars en fait. Il y avait Sacha Gifa, il y avait Boris Diaw, Ronny Turiaf. Voilà, l'ambiance était pas mauvaise dans le groupe, mais simplement ce qui était impressionnant, c'est on a senti qu'une fois que la route vers la médaille était bouchée, une fois qu'ils pouvaient plus aller concourir pour la médaille, il y a eu une espèce quand même pas d'explosion, tu vois, mais ils ont Le perdu pied, en fait, tout renoncement, ouais, simplement. ouais. Le Voilà, renoncement. des matchs qui étaient, je me rappelle notamment d'un match contre la Slovénie, qui était vraiment important, du tout jeune Dragic. C'est la première compétition, je crois, de Goran Dragic avec l'équipe A de la Slovénie, et il était incroyable. Il y avait lui et son frère qui étaient dans la sélection, il y avait les Domen Lorbek, enfin il y avait une équipe slovène vraiment pleine de talent, mais qui était à portée, je pense, de l'équipe de France. Et l'équipe de France s'était un petit peu fait marcher dessus dans le combat, tu vois, dans ce match-là. Je me rappelle que, à part Sacha Gifa, qui avait été irréprochable, mais qui était vraiment un joueur de rotation, on n'avait pas su imposer la dureté qu'il fallait pour aller prendre ce match-là. Et c'est cette série de défaites qui fait que l'équipe de France ne peut pas jouer le TQO. C'est ça vraiment qui avait été dramatique, je pense, plus que le fait de ne pas pouvoir accéder à une médaille. Et en France, cette année-là, on parlait d'équipe de France. Il y avait deux légendes du basket français qui avaient pris leur retraite. C'était Fred Fautou et Jim Bilba. Donc c'était vraiment une période, une page qui se tournait définitivement, même si ça faisait déjà quelques temps que la génération, ce qu'on a appelé la génération Parker, avait pris les rênes. Mais c'est vrai que deux monstres sacrés comme Fred Fautou, et ses 18 titres et quelques, et Jim Milba derrière, qui en avait pas mal aussi, c'était quelque chose. Moi, 2007, un truc qui m'avait marqué, c'était parce que c'était un peu plus médiatisé par la présence d'un père glorieux, c'est le back-to-back de l'Université de Florida avec Joachim Noah. Parce que là encore, on avait un Français qui était Most Outstanding Player, MOP du tournoi, d'une génération avec Corey Brewer, avec Al Horford, face à Mike Conley et Greg Oden d'Ohio State, pardon, en finale, et de voir un Français gagner 2 titres universitaires d'affilée, et encore une fois d'être plus que performant et plus qu'important, puisque c'est lui qui est meilleur joueur du tournoi. Ça a annoncé une draft haute à venir. Je crois qu'il est drafté 9, il me semble, à ce moment-là, par Chicago. Et malgré tout ce qu'on peut dire, je trouve, pour moi, ce sera un joueur de Chicago, quoi qu'il arrive, ce sera jamais de New York ou quoi que ce soit. C'est sûr. Voilà, c'est sûr, et heureusement pour lui, mais d'une très très belle carrière quand même, en NBA, de Joachim Noah. Alors on n'est pas, je trompe pas, j'ai bien vu passer qu'il était éventuellement Hall of Famer dans la prochaine QV, c'est ça, éligible Ah, en tout cas, je c'est plus, crois. oui, Bon, à mon sens, on est court, hein, pour être Hall of Fame, même s'il a été meilleur défenseur, même si c'était une force absolue et une attraction. Enfin, on ne va pas se mentir, une attraction.
Pour moi, une vidéo que j'adore, qui repasse parfois dans le fil Instagram, c'est cette vidéo de son père qu'il regarde jouer à Chicago pendant qu'il est interviewé. Et je crois qu'il joue Cleveland, justement. Pas Cleveland, Miami. Et il y a une action où il est à la bagarre avec LeBron et toute l'équipe de Miami et Yannick Noah qui se lève, qui vit le truc alors qu'on est en saison régulière. C'était assez marrant. Et c'est ce gamin qui a apporté une énergie folle. D'ailleurs, qui est à Paris, là, je crois, Ouais. pour le match, en tant qu'ambassadeur toujours, hein, Joachim Noah. Et donc voilà, donc c'est ce back-to-back de Florida, qui était un back-to-back qui n'était jamais arrivé depuis 91-92 avec Duke, était quelque chose d'assez important, en tout cas dans le basket universitaire, et puis encore une fois, qui avait été pas mal médiatisé. Donc le basket était 2007, en tout cas en France. Je me rappelle avoir vu, comme ce matin, d'avoir entendu, enfin cette semaine, d'avoir entendu sur France Inter, au journal de 8 heures, le triple-double de Victor Wembanyama. C'était assez incroyable. Bah là, c'était pareil. Je me rappelle qu'il y avait l'ouverture des journaux télévisés sur, non pas le titre des Spurs et le titre de MVP, parce que ça avait été fait, mais sur, par exemple, sur le fait qu'ils menaient 3-0 et que le quatrième match était ce soir-là. Ils en parlaient au journal de 20 heures. C'était important. Et pareil, d'avoir parlé au journal de 20 heures du titre de Joachim Noah. Alors, certes, parce qu'il est le fils d'eux, mais voilà, c'était un coup de projecteur incroyable sur le basket et sur le basket français. Et ça avait boosté pas mal d'inscriptions, je m'en rappelle, dans les clubs à ce moment-là. Ouais, c'est clair, mais tu as vraiment raison de souligner ça parce que c'est vrai que on sait à quel point c'est difficile de réussir des doublés niveau universitaire, hein. C'est vraiment ce que tu disais là, c'est une exception absolue. 15 ans, il a fallu attendre un peu plus de 15 ans pour que ça se reproduise. Et l'histoire, elle est belle avec cette équipe de Florida parce que c'est vrai que la plupart des mecs, une bonne partie des gars en tout cas, auraient pu partir en NBA dès le premier titre, notamment Joachim Noah qui aurait eu de bonnes chances d'être pris premier ou deuxième, en tout cas d'être pris encore plus haut qu'après être resté, voilà, après avoir récupéré son titre de MOP du Final Four. Et finalement, bah, les gars qui ont décidé de revenir pour retenter l'aventure ensemble, notamment parce que bah, ils n'avaient pas tous l'opportunité de partir. Je sais que Joachim Noah en a parlé à plusieurs reprises, notamment en parlant de Corey Brewer, qui vient d'un milieu beaucoup plus comment dire, défavorisé que le sien, et de s'est dit, ouais, mais là, mon gars Corey Brewer, il sera pas assez haut à la draft cette année. Lui, il a vraiment besoin. C'est vraiment. Voilà, il faut qu'il fasse monter sa cote pour avoir une vraie chance de monter en NBA. Derrière. Ils sont revenus, sachant que tu prends un risque quand même quand tu es à l'université, tu te pètes le Putain, genou pendant ton année, c'est mort. c'est fini quoi. C'est mort. À l'époque, tu n'avais pas l'opportunité comme maintenant de pouvoir quand même signer des contrats rémunérateurs sur l'utilisation de ton image, comme c'est le cas depuis quelques années. Donc ouais, vraiment belle histoire quoi. Alors Ford, Corey Brewer, Joachim Noah, il m'en manque un, je crois, dans la liste de ces. Il y avait Green, je crois. Oui, oui. C'est ça, Ouais, exactement. Superbe histoire, et puis un beau jeu. Peut-être que Billy Donovan aurait peut-être dû rester à Florida plutôt que de venir coacher en NBA par la suite, mais non, c'était très belle histoire. très belle histoire. Et puis surtout, comme tu dis, l'impossibilité pratiquement mathématique de faire un back-to-back dans le championnat universitaire. Pas parce que tu domines pas, mais c'est juste que la March Madness, bah, c'est à la vie à la mort. C'est un match. Si c'était des séries à chaque fois en 3 ou 5 matchs, évidemment qu'il y aurait des équipes qui seraient championnes pratiquement tous les ans. Les Duke, les UNC, Kentucky, les Kentucky, tous ces gros programmes, parce qu'ils font venir les joueurs et que à ce moment-là, il y a une certitude presque de gagner chaque année, parce que sur 5 matchs, bah, on perd le premier, mais on se rattrape derrière. Là, sur un match sec, enfin, c'est jouer au loto. Enfin, vous voyez, généralement, ça commence le 15 mars, le 16, il y a 99% des braquettes qui sont déjà complètement foutues à la rue. c'est clair. Euh, c'est impossible, c'est illisible ce truc. C'est ce qui rend enfin, pour moi, ce qui rend le truc passionnant. Si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment. Il y a un pass comme le League Pass sur ESPN. Vous avez la possibilité de vous abonner. Et s'il n'y a pas d'engagement, vous abonnez pendant un mois, ça coûte 10 euros, je crois. Et si vous abonnez pendant la Marche Madness, vous avez tous les matchs en direct, en VO, de la Marche Madness, et ça vaut vraiment le coup. C'est une appli, vous allez sur votre téléphone. C'est un abonnement que vous prenez. Encore une fois, vous le stoppez quand vous voulez. Vous avez accès à tous les documentaires, les émissions, les first takes. Vous voyez Stephen A. Smith
énervé. Vous voyez et puis vous voyez toute la March Madness, le basket universitaire, le foot universitaire. C'est une mine d'or. C'est là qu'on se rend compte que les journées sont trop courtes, mais vraiment prenez ce pass ESPN là à ce moment-là, c'est vraiment vraiment génial. Ouais, c'est clair. Et puis non, encore une fois la difficulté de réaliser ce back-to-back. Et Joachim Noah en a parlé à plusieurs reprises, notamment il disait que la première année, bah, c'était super, quoi, parce que en gros, personne ne les attendait particulièrement. Et que la deuxième année, en fait, la difficulté que ça avait été d'aller ne serait-ce qu'au bout de cette année, parce qu'entre la pression que tu as maintenant, le fait que dès que tu as une contre-performance, le monde s'arrête, tu te fais C'est allumer ça. partout dans tous les médias, alors qu'avant, tout le monde il prêtait pas attention, en gros. Et ouais, il racontait que c'était un des trucs les plus compliqués qu'il avait eu à gérer durant sa carrière même. Et puis pour plein de joueurs universitaires, alors, il y en a qui ont la chance de monter. Là, cette équipe de Florida, il y en a quand même pas mal qui sont à la NBA, mais bon, on parle de 3-4 joueurs sur un roster de 12. Les autres, c'est fini. Le basket, c'est fini. C'est terminé. Ouais. C'est-à-dire qu'après, ils iront jouer dans des YMCA ou dans des clubs et même pas en loisir, puisqu'il n'y a pas d'autres championnats. Donc, à moins de partir jouer en Europe, pour beaucoup, l'aventure, entre guillemets, professionnelle, elle s'arrête là. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on les voit à chaque fois aussi dévastés de perdre. Mais bon, voilà, Ouais. pour Florida. Et moi, j'ai un autre truc pour 2007, c'est concerne le rookie de l'année de la saison 2006-2007. C'est un des joueurs que j'ai pris le plus de plaisir à voir jouer, que je regrette beaucoup, c'est Brandon Roy. Joueur incroyable, malheureusement dont la carrière s'est arrêtée beaucoup trop tôt à cause de blessures récurrentes au genou. Mais je pense que c'est vraiment, tu sais, parmi ces joueurs qui passent entre les mailles du filet quelque part, ou qui sont vite oubliés parce que leur prime a été très court. Brandon Roy, vraiment, c'était un plaisir de voir jouer ce joueur. Pendant des années, Nicolas Batum m'a dit que c'était le joueur le plus fort avec qui il avait joué, tout simplement. Et à l'époque, il faut se rappeler d'interviews de gens comme... je me rappelle notamment de Kobe. 2 interviews. C'était Meta World Peace. Je ne sais plus si c'était déjà Meta World Peace ou si c'était encore Ron Artest, mais qui expliquait que c'était le joueur le plus dur à défendre de toute la ligue. Et le journaliste lui dit, mais il y a Kobe, Tracy McGrady, tout ça. Il dit, non, non, Brandon Roy. Et l'autre compliment, venant de quelqu'un qui était plutôt avare en la matière, Kobe Bryant, qui avait dit qu'il n'y avait aucune faille dans le jeu de Brandon Roy. Voilà, c'est ces 2 commentaires qui m'avaient vraiment marqué à l'époque, et c'était un plaisir de voir jouer Brandon Roy. Et c'est surtout des joueurs, tu disais, qu'on a oubliés, mais qui finalement, on remet à l'honneur régulièrement, parce que tous les joueurs contre qui il a pu jouer de cette génération-là ont aujourd'hui des podcasts. C'est vrai. Les Stephen Jackson et tous ces gens, et à chaque fois, à chaque fois qu'ils font un top des joueurs les plus immarquables contre qui ils ont joué, les plus talentueux, mais c'est un nom qui revient tout le temps. Tout le temps, ce nom revient en permanence. Donc, c'est vraiment pas un joueur qu'on oublie, c'est un joueur qui, grâce à ses anciens, justement, et ils sont toujours tous à dire, alors on parlait du What If, que c'était sans blessure, ça aurait pu être un joueur exceptionnel et qui aurait été de multiples fois All-Star et aurait eu une carrière incroyable. Mais même s'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait eu, en tout cas, il a les lauriers qu'il mérite, et ça fait toujours plaisir. Et Ouais, ça, pour ça, la NBA, c'est bien pour ça. Ils sont toujours, les anciens sont toujours à l'honneur, et on reconnaît toujours la grandeur d'un joueur, même s'il il a été bloqué par les blessures. On voit la manière dont les gens parlent de Penny Hardaway, de Grant Hill, de tout ça. C'est vrai que Brandon Roy, c'est un nom qui revient souvent. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très discret en général dans sa carrière, dans ouais, son récemment, après-carrière en tout cas. récemment, il avait assisté à un match des Blazers et il y avait une standing ovation Ah quand il ouais, était passé à l'écran, et on sentait l'émotion quand même pour ce joueur qui a connu toutes les ambiances, quoi. Mais il avait été limite, tu voyais qu'il avait été surpris et vraiment touché de voir justement que autant de temps après, à Portland, les gens continuaient voilà, de voir en lui le joueur incroyable qu'il a été sous leur maillot. exactement. Exactement. Moi, je vais te parler d'un transfert qui avait eu lieu en 2007. C'est l'arrivée d'Allen Iverson à Denver. Euh, Et même si on a un joueur qui passe de 31 points à 24, donc c'est pas parce qu'il fallait quand même partager la gonfle avec qui tu sais, avec Méli-Mélo, tu sentais un type qui était malheureux, comme jamais, quoi. Il avait laissé toute la famille à Philly, et tu sentais un type qui, enfin,
Pas qu'il y avait un Hulker quand il mettait ce maillot bleu, mais parce que c'était le bleu à l'époque, hein, cette espèce de bleu Ouais. ciel, c'est totalement atroce. Mais tu sentais un type qui était pas content d'être là, et pourtant quand il arrive, on lui donne les rênes parce que Melo, il est englué. Je sais pas si tu t'en rappelles dans cette histoire de bagarre hallucinante qu'il y avait eu à New York en 2007 entre Denver et les Knicks, avec J.R. Smith au milieu qui au départ a rien demandé, mais bon, ce qui était très drôle, c'était la tête de David Stern dans les tribunes qui était comme ça. Il regardait d'en haut. Il y avait sa femme à côté. Est-ce que c'est bien ce que je vois? Une bagarre dans ma maison? Donc je crois qu'ils avaient pris cher. Je crois qu'il avait pris presque un mois, Carmelo Anthony, à ce moment-là. Donc Qui a voilà. tapé Ça, l'une des plus belles moonwalks de l'histoire du Madison Square Garden, parce qu'il a mis une gifle et après. à la Kevin Garnett. Je te mets une gifle et après. Moi, retenez-moi. Je vais. Quelqu'un pour me retenir? Personne? Non, parce que sinon, il va falloir que j'y retourne. J'ai pas envie. Quelqu'un? S'il vous plaît. Donc c'est vrai qu'il fait. Il en met une et il s'en va. Voilà. Contrairement à Rajon Rondo, qui, quand lui, il en met une, il reste. Ouais, Iverson dans la conférence Ouest, en fait c'est le simple fait qu'il change de conférence, pour moi ça collait pas Nul. quoi. C'était un joueur de l'Est, enfin Nul. c'est pas que ça a pas été mauvais en fait avec les Loin de Nuggets, là. C'est ce que je oui te dis. voilà, C'est c'était loin de très là. correct, mais c'est juste ça collait pas, tu sais, c'est comme quand tu revois des photos de Patrick Ewing avec un maillot des Sonics ou Oui, c'est mais là, juste ça colle pas on est quoi. vraiment en fin de carrière sur Ewing. Mais là, Oui, oui. ça colle pas. Et puis, en plus, ça enlève du piment à cette ligue où, pendant un moment, c'était Iverson d'un côté et Kobe de l'autre. Et il y avait deux confrontations par an, et on kiffait ces deux confrontations par an, on les attendait, et machin. Et là, du coup, ils jouaient beaucoup plus les uns contre les autres, donc ça diluait un petit peu une rivalité, et bon, c'était moins kiffant. Moins Ouais. kiffant. Tu parles de Kobe parce qu'en fait 2007 Eh ça ben m'a oui. aussi fait penser voilà à Kobe aux Ah ben Lakers. voilà. Parce qu'après, voilà, l'échec en finale 2004 avec l'espèce de super team avant les super teams des Lakers, derrière Shaq qui dégage, Kobe qui veut son équipe à lui, pour lui tout seul, pour montrer que c'est un boss. Et en fait, bah, de 2004 jusqu'à l'arrivée de Pau Gasol, bah, ça taffe pas du tout. Enfin, lui, il est fort. Il a son match à 81 points. La saison 2006-2007, c'est lui le meilleur scoreur de la ligue avec plus de 31 points par moyenne. Par contre, il n'y a pas de résultat collectif. Et il est dans cet effectif fantastique avec notamment Kwame Brown, Smush Parker, sur qui il a remis des couches et des couches pendant les 10 ans qu'on suivit. C'est là, je trouve, quelque part, peut-être que Kobe s'est rendu compte que, aussi fort soit-on, on ne peut pas gagner tout seul, qu'il y a besoin de joueurs autour de soi pour aller plus loin. Et je pense que d'une certaine manière, ça a facilité l'arrivée de Pau Gasol, ou du moins euh, le fait que quand Pau est arrivé aux Lakers, Kobe a tout de suite vu en lui ce que Gasol pouvait lui apporter, comment il pouvait l'aider. Et je l'ai senti par la suite, on en avait déjà parlé, mais plus ouvert peut-être voilà, à ses partenaires, ou en tout cas, pour moi, après, c'était plus tout à fait le même Kobe. Alors, il a quand même, entre le 16 et le 27 mars, Kobe, un coup de chaud qui Oui, fait qu'il va dépasser Michael Jordan et Elgin Baylor dans l'histoire et se rapprocher de Will Chamberlain. Il a 4 matchs à plus de 50 points, 65 à Portland, 50 contre les Wolves, 60 à Memphis, 50 à New Orleans, et après grosse chute, il fait 43 à Golden State, le tout à 52,6% de réussite. Voilà. Donc, bon, c'est quand même un coup d'éclat, un coup de chaud hallucinant. Mettre deux fois 60 points en moins d'une semaine, c'était rarement vu, même si on sait que le bonhomme est parfaitement capable de le faire, à 52% de réussite. C'est-à-dire que. intouchable. Ouais. Non, non, mais 52, donc on est à peu près à 1 sur 2. Donc imagine s'il avait fait 56 ou 7%. Il faisait une semaine à 70 panards tous les jours, hein. Non, mais 1% à ce niveau-là, quand tu prends, parce que 65 points, il doit prendre 50 tirs, hein. Ça doit être quelque chose, ouais. Donc ça, ce moment de Kobe, et tu parles de Souche Parker, j'ai un souvenir très attendri de Souche Parker. Je suis à New York une fois, euh,
Et je me rappelle, je suis avec ma fille qui devait avoir 10 ans, et on est à Westford, et on s'arrête à Westford parce qu'il y a des joueurs qui sont là, et Smoosh Parker arrive. Ah, c'est Il y avait son un terrain à lui, vraiment celui C'est sur son lequel il a terrain à lui, grandi. c'est chez lui. Il y avait un tournoi là, un tournoi, petit tournoi qui était là, et il y avait d'ailleurs qui jouait c'était un dimanche. Et ah là là, tu vas te rappeler, il est dans le documentaire Loser, ce fameux joueur de basket de rue Ah oui, new-yorkais. Jack, Voilà, Jack Ryan, c'est ça, pas Ryan, exactement. voilà, c'est ça. Et, euh, et il est là. Et quand Smoosh Parker arrive, en fait, tu vois cette scène où tu vois les filles aux États-Unis, toujours, quand elles voient un truc un peu attendrissant, elles font Oh. Tu sais, elles mettent les mains comme ça. Oh. Quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose de gentil, ou le type qui met un genou à terre au milieu devant tout le monde, elles font Oh. Et ben là, tu avais tous les gars qui voient arriver Smoosh Parker et limite qui font Oh. Tu vois, c'était en 2017, et dans la tête des gens, ce type, c'est le type qui s'est fait, tu sais, l'histoire aux États-Unis, qu'ils disent toujours, et le bully et le bullied. Bah, lui, c'était le mec qui s'est fait, dans la tête des gens, c'est la victime expiatoire de Kobe Bryant. Et donc, je me rappelle, il y a ma fille qui était là, c'était en 2017, et je lui dis pourquoi les gens, je lui dis, bah, tu vois, ça, c'est un joueur qui a joué en NBA avec Kobe Bryant et tout. Et je lui raconte l'histoire, et même elle me fait Oh, en le regardant comme ça. Et limite, elle me dit, est-ce que je peux lui faire un bisou, tu sais, tellement ça Ça l'avait avait marqué de touché. le voir, c'est pas. Et tout le monde le regarde réellement, genre en mode enfin, pauvre gars, quoi. C'est-à-dire, Mm. c'est pas un type qui a joué à NBA, c'est un type qui s'est fait mais insulter de manière limite, limite imbuvable par un Kobe qui était de quel droit, enfin, c'est pas la peine et qui en a rajouté après Surtout encore pendant après coup, longtemps. ouais. Ouais, enfin, c'est bon, arrête à un moment donné. Tu sais ce que c'est. Voilà, toi, lui, il était fils d'eux, mais comme tu dis, toi, tu parlais tout à l'heure de Corey Brewer. Il vient pas du même monde que la famille Bryant, qui a grandi en Italie, qui était fils de joueur de basket, donc qui a eu une enfance assez simple, assez facile, même s'il a fallu déménager, etc. Mais comme Smoosh Parker, sa vie a été, il sort des bas-fonds new-yorkais, ça a été difficile. Ah, merde, arrête un peu, tu sais ce qu'il faut comme engagement, on sait ce qu'il faut comme engagement, on sait ce qu'il faut comme sacrifice pour en arriver là. Bon, Mm. j'ai trouvé que ça n'a jamais été, c'est pas à mettre les bonnes cases de Kobe, ça. Oui, c'est clair. Et Smoosh Parker qui essaie de faire une deuxième carrière dans le basket, mais du côté arbitral. Je sais pas si tu as vu Oui, ça, mais ouais, avec ouais, le ouais. sifflet autour Et du cou, qui aimerait bien. ouais. Dont le rêve maintenant, ça serait de devenir arbitre NBA. Il y a quelques anciens joueurs comme ça, Leon Woods notamment, qui avait été drafté en 84, qui était aux Jeux Olympiques 2004 avec Michael Jordan et qui a fait une longue, longue carrière d'arbitre NBA. Donc, C'était Richard Jefferson aussi qui voulait faire ça, non? Un peu. il l'a fait sur un match. Je pense pas que ça soit son objectif, mais il l'a fait pendant un match de Summer League, effectivement. C'est ça. Il disait que ça changeait un petit peu la perspective aussi quand tu te retrouves avec le sifflet. Je pense aussi. Ouais. Bon, là, Smoosh Parker, il va siffler des joueurs contre lesquels il n'a pas joué, mais ça aurait été marrant de le voir arbitre et de le voir arriver, de voir siffler Kobe, quoi. Je Oui. pense que l'autre, il aurait pris 6 fautes en 7 minutes. T'as d'autres choses basket, ou on passe à une autre catégorie? Bah écoute, on peut changer un petit peu de domaine, ouais. Allez, vas-y. Alors écoute, bon, moi je vais commencer côté cinéma. 2007, c'est l'année des frères Cohen, avec notamment voilà, No Country for Old Men, qui a raflé un paquet d'Oscars, notamment Oscar du meilleur film et Oscar du meilleur réalisateur. Alors, super film des frères Cohen, c'est pas forcément, moi, à titre personnel, mon préféré, mais par contre, voilà, quel kiff quand même de voir ces cinéastes hors pair, avec un style aussi différent, aussi particulier, être enfin célébré par le Gotha d'Hollywood et de l'industrie du film, avec quand même un Javier Bardem et notamment un Josh Brolin et Tommy Lee Jones incroyable. Les trois sont extraordinaires dans ce film. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille quand même. C'est vraiment un très bon film. Donc côté cinéma, c'était beaucoup de cœur. Les Oscars se sont pas trompés sur celui-ci. Moi, côté télé, 2007, c'est malheureusement la première saison, le lancement, on va dire, du show des Kardashians.
hein, Keeping Up with the Kardashians, hein, donc c'est parfaitement, on peut parfaitement s'en dispenser, même si j'ai réussi à placer le mot Kardashian une fois de plus dans cette émission. C'est ça. Euh, c'est aussi la saison 2 et la confirmation d'une série qui s'appelle How I Met Your Mother, qui se passe à New York. Série, une sorte de Friends décomplexée, beaucoup moins politiquement correcte, avec des gros mots, avec du cul dans tous les sens, avec un personnage inoubliable de Barney Stinson. Et puis c'est la saison 2, et dans cette saison 2, il y a pour moi un des plus grands épisodes de cette série. Je ne sais pas si tu l'as vu, cette série, Théo. C'est Non, non, j'ai vu le, des extraits, des bouts, mais pas en entier, non. voilà, c'est l'extrait où il y a un pari, ce qu'on appelle le slap bet. Beaucoup de nos auditeurs verront ça, où il y en a un qui perd ça et qui perd un pari en se prenant des claques. Et il en doit en prendre 5 ou 6 ou 7, je crois. Et en fait, il les prend sur presque 3 ou 4 saisons qui suivent, ce qui fait que ça déclenche un running gag qui revient tout le temps. Et notamment, et puis il y a une histoire de clip où on se rend compte qu'un des personnages était une chanteuse pour teenagers dans les années 80. Et il y a un clip où elle chante dans un centre commercial au Canada, et c'est à mourir de rire. Tous les codes sont là, ça rappelle des milliers de souvenirs de cette période qui nous paraît bénie, mais qui était à l'époque totalement rincée dans les années 90. Voilà, donc c'est 2 points. Voilà, toi, tu étais au cinéma, moi, j'étais sur la petite lucarne. Ouais, moi, j'en ai d'autres côté cinéma quand même. C'était la sortie quand même de ce film American Gangster avec Denzel Washington Bien sûr. et Russell Crowe, accompagné d'une bande son, ou plutôt d'un album inspiré De de Jay-Z. Jay-Z, Mm. voilà, American Gangster. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'avais été quand même, et je reste un peu déçu par l'album de Jay-Z, même si je sais qu'il est plutôt beaucoup. À part le premier track, le morceau éponyme qui est super bien. Oui, oui. Non, non, il y a des bons morceaux dessus, mais c'est vrai que bon, c'est pas un de mes albums de Jay-Z préférés. Par contre, il avait été remixé à l'époque de main de maître par 2 producteurs. L'un qui s'appelle K-Def, un producteur américain du New Jersey, qui est notamment responsable, pour ceux qui se rappellent un petit peu, de groupes comme Lords of the Underground, qui a produit un paquet de morceaux pour eux. Son groupe, c'était Real Live, et sa version à lui d'American Gangster est assez incroyable. Moi, je la préfère à celle à l'original. Et l'autre, qui est produite par un producteur français qui s'appelle Astronaute, qui avait remixé l'intégralité de l'album, et lui aussi avec enfin avec main de maître, tout simplement. Et notamment, il a fait une version du morceau Party Life qui est sans commune mesure avec celle de l'album, qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, si vous avez l'occasion de chercher un petit peu sur le net, je pense que ça peut se diguer encore en MP3 les versions remix signées K-Def et celle d'Astronaute de cet album d'American Gangster, qui valent vraiment, vraiment le détour. Ah, écoutez, alors on va passer peut-être puisque tu parles de musique, il y a beaucoup de belles choses qui sont sorties en 2007, notamment en hip-hop. Moi, je pensais à Brother Ali avec le Undisputed Truth, ou Pharoah Monch, que j'avais beaucoup aimé, un album qui s'appelait Desire. Mais en hip-hop, moi, un disque qui m'avait totalement retourné à cette époque-là, c'est le disque de Buck 65, qui est un Canadien qui a grandi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et qui est tout autant, je pense, conteur, poète. Enfin voilà, il raconte des histoires totalement folles, avec une voix très éraillée, un petit peu blues. On est à la limite du slam, etc., sur des prods vachement bien. Euh, J'avais eu chance de rencontrer ce personnage vraiment à part, un type tout petit, mais avec une énergie complètement folle. Il est habité par sa musique, un peu un Tom York du rap. Voilà, c'est un album qui s'appelait Situation, et qui était un superbe disque, double album, que vous trouvez encore. Voilà, Buck 65. C'est sans être du rap conscient, en tout cas, c'est du rap ça raconte des histoires à chaque fois, l'histoire de personnages. Ça s'écoute comme on lit un roman. Ouais, il était signé ton disque là, j'ai pas rêvé, hein. Oui, alors c'est très très drôle parce qu'il a marqué, alors avec mon nom d'animateur radio, Mars Blackmon, à l'époque qui était totalement inconnu, qui maintenant est un peu rincé par le côté mercantile de Jordan Brand. Il avait marqué It's a miracle you're alive. Et il a signé Buck 65, et entre parenthèses, il a mis ami toujours. Très bon, Alors très que très chouette. le mec, je l'ai rencontré 3 minutes juste avant. Et c'était très sympa. Voilà. Mm. Et, et, Ouais, et encore une fois, c'est des personnages qui tournent beaucoup. Ces gens tournent beaucoup,
il faut pas oublier un truc, ils sont loin de chez eux pendant des mois et des mois, ils se retrouvent dans des pays, des villes qu'ils connaissent pas, même s'ils sont ravis d'être là et tout. Donc quand ils font des séances de dédicaces, allez, encore une fois, j'en parlais l'autre jour avec Fat Freddy's Drop, allez les voir, acheter leurs disques, discuter un petit peu avec eux. Eux, après, ils rentrent dans leur chambre d'hôtel, le lendemain, ils reprennent un train ou ils partent en voiture, accompagnés. Enfin, voilà, c'est des bouffées d'oxygène pour tous ces gens-là, de se sentir soutenus et d'avoir un vrai contact pendant des tournées qui sont parfois fastidieuses. Ouais, mais c'est clair. Et moi, je vais rester sur le côté musical aussi. C'est vrai que tu as parlé, tu vois, des albums qui sont sortis cette année-là. Il y avait le premier album solo de d'Evidence de Dilated People. Il y avait un album de Fat Cat de Détroit qui était vraiment très bon. Mais moi, celui qui me reste le plus en tête, c'est cet album. Je sais pas si tu le connais, Pierre. C'est le premier album de Blue Way Exile, Bien sûr. Below the Heavens, qui est magnifique, produit de main de maître par ce grand taré de Exile. Allez taper Beatmaking Exile, vous le verrez jouer ses instrus en direct, en live sur sa MPC. Donc ouais, un disque hip-hop vraiment que je trouve magnifique. J'adore le rappeur Blue qui a sorti d'autres projets vraiment intéressants par la suite. Exile qui a fait des trucs assez cool aussi, notamment qui a fait tout un album instrumental où il a fait des instrus en samplant la radio en fait. Il avait la radio allumée, il samplait des trucs un peu au hasard, il a fait ça, je sais plus comment ça s'appelle, il y a radio dans le titre de l'album. C'est un des albums les plus chouettes pour moi de 2007. Les années 2000, je te cache pas que c'est une décennie dans laquelle j'ai eu quand même parfois du mal à trouver mon bonheur niveau rap, niveau hip-hop. C'était vraiment en pleine transition. À partir de la décennie suivante, j'ai trouvé plus de choses, mais en tout cas, cet album vraiment sort du lot pour moi. Alors, si tu avais du mal à trouver au niveau hip-hop, il y avait plein d'autres choses qui sont sorties, pas forcément hip-hop. Ce disque-là, c'est le quatrième Ah. album du Quantic Soul Orchestra sur le label Trousseau qui avait le vent en poupe à ce moment-là. Après, un album qui s'appelait Pushing On, après Stampede. Et après, ils avaient fait un album avec Spanky Wilson, une chanteuse de soul music incroyable. Et donc, ce quatrième album qui est peut-être moins soul, mais un petit peu plus tropical et un peu plus... pareil avec de la musique plus latine dessus. Et il y avait tout un. Alors, c'était super parce que toi qui aimes les notes, voilà, il y avait toutes les notes qui avaient été notées là. Toi, je sais que tu apportes un soin particulier à vérifier ce genre de choses. Et puis des vrais crédits qui étaient ici. Alors, le disque, il n'est pas tombé dans le café, il était volontairement vieilli pour donner ce côté un petit peu vintage. Et voilà. Le Quantic Soul Orchestra avec cet album qui s'appelle Tropidelico. Voilà. Et qui Et a été celui-là aussi, signé il est par. signé par tout Oui, l'orchestre. par tout l'orchestre. Ouais, j'avais ouvert pour eux, j'avais mixé en première partie de leur concert à Marseille. Et du coup, bah, j'avais noué par la radio, j'interviewais beaucoup la bande de True South et j'avais noué des relations d'amitié avec toute la bande, Lizzie Park, Alice Russell, Pontic, Natural Self, etc. Sur lequel, ce qui nous a permis de découvrir Natural Self à l'époque, bah, Elodie Rama justement, puisqu'elle chantait avec lui. Donc toute cette bande-là de True South, qui malheureusement, c'est même TM Joke et tout. Donc c'était devenu des copains, donc ils m'avaient signé tout ça. Et puis on a fait de la soul, la musique latine, du hip-hop. Pour moi, un des plus grands albums de l'histoire tout court de la musique électronique, cet album de Burial. La pochette est superbe, ça s'appelle Untrue. Voilà, c'est incroyable. Pitchfork le magazine très sérieux de musique anglais, Pitchfork, a dit que cet album, en 2017, a dit que cet album était le disque électro le plus important du siècle. Voilà, c'était sorti en novembre 2007, ce disque. Alors, il y a tout ce que l'Angleterre sait faire de mieux en matière d'électro. Ça part sur de l'ambiance, sur du dubstep, sur toutes ces choses-là. Enfin voilà, il y a des voix derrière qui arrivent. Vraiment, ça c'est un disque. Vraiment, celui-là, on parlait des disques qu'on amènerait avec soi. Il est dans les mentions honorables, comme on dit. Il est vraiment pas loin. C'est celui que je fais. Oh, je te laisse, mais ne bouge pas, on sait jamais. Bouge pas, ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. J'arrive. Je connais pas Je du reviens. tout. Je vais aller découvrir ça. C'est très particulier. Il faut vraiment Ouais. être dedans. C'est pas un truc que tu écoutes avec du bruit autour. Il faut mettre son casque, il faut rentrer dedans, mais ça te prend aux tripes et à la gorge tout de suite. C'est uniquement instrumental. Hein, c'est pas des. On se croirait dans une BO d'un film futuriste, mais c'est incroyable. Ça t'apporte. C'est un disque électro qui apporte une émotion que j'ai fait écouter à des gens qui écoutent pas d'électro et qui disent, waouh, quand même, c'est très puissant. Voilà. Mais c'est Ok. pas du tout, t'es pas sur des
des bangers de dance floor, etc. Si tu mets ça dans une soirée pour faire danser les gens, à part si tu mets ça en Angleterre où les gens ils écoutent tous les rangs hystériques, mais tu mets ça dans n'importe quelle soirée, voilà, tu peux mettre un truc pour vider une salle ou pour dire aux gens rentrez chez vous. Tu mets ça, tout le monde tout le monde frappe aux portes à 5 heures du matin des pharmacies pour avoir un antidépresseur et tout. Mais non, c'est un album merveilleux. Burial, Untrue, je vous conseille. Ben, je vais aller découvrir tout ça. Écoute, Pierre, tu veux qu'on passe sur nos coups de cœur du moment, Ouais, peut-être? allez, vas-y, je Ouais. t'écoute. Fonce. Alors écoute, alors, je vais sortir moi un de mes cadeaux de Noël. Voilà, un des cadeaux qui m'a été fait. Monsieur a été gâté. Ah oui, j'ai été gâté. Cette BD qui s'appelle Gotham City, année 1, signé Tom King et Phil Hester, qui est sorti aux élections Urban Comics et qui est incroyable. Vraiment, moi j'ai été complètement scotché. Pour vous faire le pitch rapidement, ça se passe, donc c'est un Batman, mais qui se passe avant Batman. Ça se passe à Gotham City, à l'époque du grand-père de Batman. Et en fait, c'est un roman noir, tout simplement, qui est traité de manière magistrale dans le dessin et dans la narration. Voilà, je vous montre quelques pages comme ça. C'est vraiment comme un roman ou un film noir sur fond de racisme et de fin de ségrégation à Gotham. Les parallèles avec, les sociétés qu'on connaît voilà, sont assez simples à faire. Ouais, les dessins sont magnifiques. L'histoire est assez est belle et tragique. Enfin, elle est tragique et dure, mais vraiment l'écriture même est très très belle. Voilà. Moi j'ai été scotché par cette BD. Donc voilà, ça s'appelle Gotham City année 1. Tom King et Phil Hester pour les deux auteurs, enfin l'auteur et le dessinateur dans la collection, pardon, aux éditions, j'ai du mal, Urban Comics. Vraiment. Et comme c'est un cadeau de Noël, tu n'as pas le droit de nous dire le prix. Exactement, je vous cache le prix, d'ailleurs je ne le connais pas. C'est bien. Ça prouve que les choses ont été faites correctement. Moi, mon coup de cœur de la semaine, j'aurais bien aimé avoir ça pour Noël, mais je ne l'ai pas eu. C'est une paire de sneakers qui est sortie cette semaine. Tu vas nous montrer les images, Théo. C'est la version basse de la Air Jordan 38, pardon. On n'est pas encore à 39. La Jordan 38. On a fait un papier sur Basket Session sur ce modèle. La Jordan 38 Fundamental, la version basse, elle ressemble un peu à une Kobe 10. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé vraiment très joli, et notamment il y a énormément de symboles dessus qui représentent, alors qui rendent hommage, vous savez, pour les novices, Jordan 31, 32, 33, etc. reprennent en fait les codes de la Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc là on est à 38, donc c'est la Jordan 8. Donc on retrouve pas mal de codes de la Jordan 8, notamment pas mal de lignes qui représentent le nombre les statistiques sur l'année, etc. Donc il faut vraiment fouiner pour comprendre la symbolique de ce modèle. Mais je trouve que tous ces imprimés qui sont derrière donnent ces impressions un petit peu africains, sont magnifiques en noir et blanc comme ça. Et la pastille sur la languette avec le logo de Jordan, qui n'est pas le logo en peluche qu'on a l'habitude de voir sur la Jordan 8, mais là on dirait un vinyle un petit peu. Vous voyez sur les images que Théo nous met, on dirait un vinyle, donc forcément, dès qu'on voit un vinyle avec un Jumpman au milieu, ça nous titille. Et surtout, la technologie est la même que sur la version haute, donc il y a toute la technologie, le plateau Air Strobel et l'amorti en dessous. Voilà. C'est un modèle quand même qui sort à 190 €, qui vient de sortir. Bon, c'est un concentré de technologie, mais je trouve que c'est une réussite. Je trouve le modèle vraiment superbe. Tout le monde se jette sur les Kobe à chaque fois, mais là je trouve qu'en version basse, j'ai rarement vu un modèle aussi réussi avec ce coloris-là. Donc voilà, là on va attendre tout doucement que ce modèle passe peut-être en solde, ou un petit code promo de nos amis de Nike, un petit moins 25, un petit peu commerçant. Mais voilà, donc la Air Jordan 38 Fundamental, elle s'appelle. Voilà. Ouais, bah dis donc, et ça donne envie. En tout cas, j'avais pas du tout fait gaffe à la languette. C'est ce que tu disais là sur le logo vinyle, là, ça m'intrigue. Ouais, tu vas voir ça, c'est très, 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 très joli. On enchaîne sur. Est-ce que tu avais un coup de gueule? Parce qu'on s'est pas concerté. On va tout vous dire. Allez, on va laver notre linge sale en famille. On s'est pas concerté pour savoir à qui c'était le tour de faire un coup de gueule, même si je pense que c'était à moi, totalement. Alors, je peux t'en sortir enfin un coup de gueule. En tout cas, une alu que j'ai eu hier. On parlait de sneakers, voilà. Alors, il y a un nouveau modèle qui s'appelle
Nike a sorti toute une série de sneakers performance pour les joueurs qu'on a vus au pied de tous les joueurs NBA qui s'appelle GT. Hein. Alors il y en a pour les meneurs, pour les intérieurs, voilà des modèles plus. Comment il s'appelle Nikola Jokic les a portés. Victor le portait, c'est la chaussure que porte Victor Wembanyama en ce moment. Et là ils sortent la GT Cut 3 qui est censée être pour les arrières et les meneurs, qui est un modèle mais le truc superbe, coûte 200 €. Alors pareil, nouvelle technologie, un amorti qui s'appelle Zoom X en dessous. Bon, bref, je trouve que le modèle est super beau, blanc et rouge. Et là, Nike, je me suis dit, ils vont prendre Victor ou je sais pas, ils vont prendre un gars pour nous faire la pub de ça. Et là, qu'est-ce que je vois que voit mes... Ouais, bon, bref, mon cerveau T'en perds ton latin. Voilà. Qui Nike choisit pour faire la pub de ce truc-là et pour être la tête de gondole et le présentateur officiel de la GT Code 3? Théo, s'il te plaît. Roulement de tambour. Et le gagnant est... Je sors l'enveloppe. Jordan Poole. Jordan Poole, quoi. C'est-à-dire que la même semaine sort la stat comme quoi le gars a le pire ratio de toute la ligue, c'est-à-dire sur les 300 joueurs, ou je sais pas combien ils sont, 250, c'est le pire ratio de toute la ligue. Et Nike met ce mec-là à la une pour proposer son nouveau modèle, qui est vraiment un nouveau modèle. Alors, en général, c'est même pas un modèle d'appel, mais c'est vraiment... Il mise énormément sur ce modèle, puisque les joueurs n'ont pas forcément envie d'avoir le modèle signature d'un de leurs concurrents, ou même, c'est quand même 200 balles. Et tu mets Jordan Poole. Mais Jordan Poole, quoi. Je vois ça, Bien joué. Je pense que si j'avais fait aujourd'hui un sondage, tu vois, dans la rue, tu dis que les 3 joueurs qui seraient les pires, les plus claqués de mannequins pour chaussures, pour modèle, qui tu prends? Je pense qu'il est forcément dedans. Tu mets Draymond Green, Jordan Poole et je sais pas qui d'autre. Et là, ils me mettent Jordan Poole. Avec, en plus, sur la photo, avec le mec qui fait encore la gueule, on dirait son Media Day avec les Wizards. Mais incroyable, quoi. Mais quel curieux choix. Vraiment, on appelle ça le momentum, quoi. Choisir ce moment-là, quoi. Bon, bref, c'est pas un coup de gueule, mais ça m'a fait marrer. Tu sais, c'est un truc qui a dû être signé il y a 6 mois, au moment où ils se sont dit, ouais, il va cartonner avec les Wizards, il va être dans les meilleurs scores de la ligue, etc. Et en fait, Oh. la machine devait déjà être en marche, tu vois. Mais attention, hein, entendons-nous bien, je serais preneur d'un millième du talent de Jordan Poole et de Oui, sa oui, paire de bien sûr. chaussures. Mais le moment est quand même curieusement mal choisi pour choisir de mettre ça sur. Alors, tu as tous les modèles signature et celui-là, qui on prend? Les gars, qui on prend? Jean-Marie, qui on prend? Non. Jordan Poole. Et bien joué. Bien joué. Tu passeras dans mon bureau, on verra pour ton augmentation. Bien vu. Les gars, Jordan Poole, tout le monde est content. Pourquoi tu rigoles, toi? Pourquoi tu pleures? Non, mais j'aimerais être à la réunion de au moment où ça s'est décidé, quoi. Magnifique, ces coulisses de la signature de Jordan Poole par Pierre On y était, Armand-Sama. ouais. Bientôt un film avec Matt Damon et Ben Affleck sur la signature de Jordan Poole pour la GT Cut 3. Mais allez voir le modèle, il est. Voilà, tu disais un modèle alléchant. Voilà un modèle que j'aimerais vraiment bien essayer parce que tout est bien pensé pour l'amorti, pour tout, et même le lassage, etc. Le modèle est superbe, vraiment. Mais regardez-moi Ok. cette belle image avec Jordan Poole qui nous passe quelques crosses qui finiront certainement en touche. Merci Jordan et bon vent. Allez, faut qu'on enchaîne avec ta relique, là. Tu me sembles lancé sur... Alors, ma relique. Alors, attends, où est-ce que je l'ai mise? Ma relique. Est-ce que ce logo-là va certainement te plaire? Oui, Ce plutôt, logo oui. Champion, à l'époque où Champion floquait les maillots et les imprimait pas comme ils font maintenant, tu sais, où tout est mêlé dans même le logo NBA, là, vous voyez, il est quand même cousu et tout, il est cool. Et, euh, et quand il y avait le rouge des Bulls à l'époque, regardez ce rouge flambant et brillant, voilà. Celui-là, il est champion et cool quand même. Wow! Le Voilà. 45. Et d'époque, alors c'est pas le plus glorieux, mais il est plutôt cool. Regarde, le flocage, il brille encore, quoi. Ah Tu bah vois? carrément, mais ça c'est un maillot que t'as acheté à l'époque, ça?
Oui, 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 c'est un maillot que j'avais Et acheté, l'état est fou, quoi. j'avais acheté à l'époque. Voilà. Donc, il est super bien. Il est un peu grand pour moi, c'est pour ça qu'il est dans un super état. Mais voilà. Maillot champion, archi authentique Bah de oui. Michael Jordan qui revient. Et c'était des maillots à l'époque où tout le monde s'en foutait un peu. Et Bulls 45, tout le monde s'en foutait un peu. Donc, j'avais dû payer ça très peu cher. Je me rappelle, en solde, dans un petit magasin, tiens-toi bien, du Var à Saint-Tropez. Puisque Ah j'habitais oui. dans une ville pas très très loin de Saint-Tropez. Il y avait un magasin de sport qui faisait des trucs de sport US, des casquettes, des machins, plein de maillots à l'époque où ça fonctionnait. Saint-Tropez, quoi. Donc t'imagines Saint-Tropez l'hiver, au mois de mars 1995. Il y a plus de mouettes que d'habitants. Et ben, il y avait un maillot de Jordan 45, comme quoi je peux te dire que à l'époque, le personnage allait au-delà des frontières du réel. Putain, improbable. En tout cas, très belle prise, hein, comme toujours. Je Oui, serais très curieux très de belle voir un prise. jour un panorama de ta collection de maillots, mais je Bah, pense que ce sera la fin du Hop Culture. ouais. Donc à l'épisode 2150, Je ferai. 153, vous saurez que c'est le J'ai- dernier numéro de Hop Culture. Théo, j'ai plus rien. Voilà. J'ai vraiment tout sorti. Dans cette saison 37, j'ai tout sorti. Voilà. Désolé. Cette fois, c'est la fin. Allez, moi pour ma relique, j'ai choisi un numéro de Wax Poetics de 2007 parce que c'était Joli. un numéro un peu spécial. Alors Miles Davis sur la couverture, je ne sais pas si vous connaissez Wax Poetics, vous savez qu'il n'y a jamais de pub au dos, donc c'est toujours une double couverture. Le Slick Rick The Ruler en quatrième de couve et c'est un C'est numéro chargé, hein. spécial photo. Donc voilà, donc il y a quelques articles dedans comme toujours, mais il y a surtout de magnifiques photos de un peu tous les styles musicaux. Donc voilà, photos de concert. Là c'est Slick à Rick, Stax, je pense. Slick Rick Ouais. qui a le costume de Jack Sparrow le plus pété de l'histoire Oh, le coup bas. de l'histoire d'Halloween. Totalement raté. Par contre, tu te rends compte, Miles Davis, c'était quand même il était, athlétique, le bonhomme, hein. Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Puis là, il est déterminé. Là. On dirait Kobe quand il mâche son maillot et can't guard me. Mais Miles Davis, tu sais, c'est les mecs honteux comme lui ou Brad Pitt, tu les habilles n'importe comment. Ah bah, tous Tu les dis, ah, jours. ça a trop de classe. Toi, tu essayes la moitié de l'outfit, tu ressembles à un clochard à 80 trucs dans une poubelle. Mais Défi, ouais, Théo, c'est. tu viens avec cette salopette blanche et torse nu en dessous la semaine prochaine. Je sais pas dans quoi je serais le plus ridicule, soit comme ça, soit avec la couronne et les bling-bling de Slick Rick. Les deux sont durs. Très belle photo de Big Pun et Fat Joe. Donc Big Ouais, ça Pun, aussi, voilà. la Donc Fat chemise de Joe, Fat Joe. voilà, il avait repris un peu de Ah, mais poids à là, l'époque. ah ouais, oui, là, il est sur Fat Joe. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair. Je C'est pense que Fat Joe qui a mangé Fat Joe. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis voilà, des superbes photos de Joe Kozo et autres sur les débuts Magnifique, du hip-hop, là, des photos des années magnifique. 70. C'était un très beau numéro. Vous savez, voilà, moi, Wax Poetic, c'est vraiment ma bible en termes de musique. Superbe. Enfin, notamment de. Non, j'allais dire de musique nord-américaine, mais pas uniquement, hein, vraiment, il couvre. Il y a aussi de la musique électronique, musique africaine, musique du monde. Voilà, magnifique photo, la Run DMC avec le crew à Willis Queens. Et à côté, c'était de sa Sonic. Bref, très beau numéro de Wax Poetic. C'était le numéro. Tac, tac, tac. C'était, j'en sais rien du tout, parce que je trouve pas le numéro. Ah, numéro 25, voilà, sorti en 2007. C'était ma petite relique du jour. Et The Photo Issue, si vous aimez les recueils de photos comme ça, il y a Slam Magazine qui a sorti un numéro pareil sur les grandes photos de l'histoire de la NBA, avec comme d'habitude plein de couvertures différentes. Donc ces espèces de recueils là qui sont beaux. Et Slam Magazine, vous pouvez le choper. Il y a en numérique si vous voulez aussi, si vous voulez profiter de ces clichés que pour la moitié on connaît, on a vu, on a poncé, etc. Mais il y en a plein qu'on ne connaît pas, notamment les plus anciens, et ça vaut vraiment le coup d'aller les voir, notamment si vous êtes fan de sneakers. Et c'est là que moi je faisais ma culture sneakers en regardant ces photos-là des joueurs qui jouaient avec ça. Voilà, Slam Magazine et Wax Poetic, il faut s'abonner toujours parce que ces gens-là survivent grâce à l'abonnement que vous prenez là-dessus. Absolument. Et on saurait trop, ouais, vous conseillez d'aller checker l'un ou l'autre, hein, Wax Poetic. Ça se trouve aussi sur le net aussi. Ils ont un site plutôt bien fait, alors, pour les abonnés pour le coup. Mais Slam, on en avait déjà parlé, mais c'est l'autre partie de ma. Longtemps, j'ai eu. Enfin, Wax Poetic, c'est The Source d'un côté et puis Slam de l'autre. Ça fait une grande Et partie de ma culture.
Parce que j'avais vu là sur Instagram, la prochaine couve de Wax Poetic sera Jordan Poole. Bonne chance, bonne chance. J'espère que ça sera une édition limitée parce que je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup de ce numéro-là. Jordan Poole, monsieur, si tu lui mets une salopette comme ça, tu mets en noir et blanc quand il a son collier de barbe et ses cheveux longs, il peut passer pour un mec de la Blaxploitation tranquillou, hein. Ça se tente. Il est ultra funky. Ça se tente. Voilà, ça se tente, exactement. Ce qui se tente aussi, c'est de regarder le Hoop Culture. Tous les dimanches, on vous retrouve hein, à 11 h. Vous connaissez le principe. Et puis également en audio, en stream, les autres podcasts sur Rivers Basket Session, le CQFR, le ce qu'il faut retenir le samedi, les Me My Kicks and I. On vous prépare plein de petits trucs, des petites pastilles marrantes sur des infos à pas rater également. Bref, on a plein de choses à vous montrer et à vous faire découvrir en 2024. On ne s'arrête pas là et on ne s'arrête jamais, n'est-ce pas Théo? Absolument. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.